À 23h01, Dar es Salaam s'est éteinte d'un seul souffle, comme si la ville entière avait soudain oublié comment respirer. En 7 minutes nettes, la capitale la plus réputée pour sa stabilité en Afrique de l'Est s'est changée en écran noir, figé comme un pays suspendu au bord du vide. Pourquoi ce blackout de 7 minutes devrait-il inquiéter Ibrahim Traoré autant que chaque Africain connecté qui croit encore que la connexion garantit la parole? Car si le silence peut désormais se programmer à distance, aucune frontière, aucun régime, aucune génération n'est fait n'est vraiment à l'abri. Le blackout de Dar et Salam a laissé une question immense en suspens. Que vaut la stabilité lorsqu'elle peut s'effondrer en 7 minutes? ABPCI. La promesse de cette analyse est simple. Comprendre comment un événement si bref peut révéler un risque continental décisif pour chaque pays dépendant de réseaux qu'il ne contrôle pas entièrement. Ce risque n'est ni théorique ni lointain. Il touche la souveraineté numérique, la capacité d'un État à garantir une information fiable, mais aussi la possibilité pour une population de continuer à exister publiquement lorsque les infrastructures s'éteignent sans préavis. L'enjeu est encore plus grand pour les sociétés africaines où l'essentiel de la communication politique, économique et citoyenne repose sur une connectivité fragile, souvent externalisée, parfois opaque. Dar es Salaam n'a pas offert une simple panne, mais un avertissement méthodique. Il suffit de quelques minutes pour transformer un pays bavard en une nation muette, et dans ce silence forcé se joue une partie de pouvoir que les discours officiels peinent à maquiller. Le premier indice est apparu avant même les communiqués officiels. Une chute synchronisée de 90% du trafic national entre 23h17 et 23h24. Le second indice, plus discret mais tout aussi révélateur, est que tous les fournisseurs, du plus petit opérateur mobile au serveur universitaire, ont affiché exactement la même courbe de déclin. Ces deux signaux mis côte à côte ont permis à de nombreux observateurs, dont Ibrahim Traoré depuis Ouagadougou, de comprendre que la Tanzanie n'avait pas connu une simple panne technique, mais une coupure calibrée, pensée pour tester la résistance d'un pays lorsqu'on lui retire soudain la possibilité de parler. Le contexte éclaire encore davantage la portée de l'événement. Depuis plusieurs années, Dar es Salaam se distingue par une stabilité politique solide, presque exemplaire dans la région. Pourtant, cette stabilité repose sur une infrastructure numérique dont la dépendance à des acteurs extérieurs est rarement questionnée publiquement. Le pays s'appuie sur des câbles internationaux partagés, des data centers privés et des protocoles de gestion réseau qui ne relèvent pas toujours d'un contrôle national strict. Dans les heures précédant la coupure, plusieurs signaux faibles circulaient déjà. Tensions autour des bureaux de vote, rumeurs de contestation étudiante, vidéos partagées montrant des attroupements nocturnes. Rien ne permettait de prévoir une extinction totale, mais l'ambiance générale indiquait que l'information en ligne devenait un acteur politique à part entière, difficile à contenir par les canaux traditionnels. La coupure est alors devenue un révélateur brutal. Non seulement elle a figé la communication, mais elle a aussi exposé une vulnérabilité profonde, celle d'un pays qui peut perdre sa voix publique avant même que l'État ne trouve sa propre narration. Les journaux officiels ont tenté de recadrer l'événement en incident technique, mais les courbes de NetBlocks et les témoignages locaux ont rapidement dessiné un autre récit. Dans cet écart entre discours et données, une fracture s'est ouverte, posant les bases du basculement que tout le continent a observé. Pour comprendre l'impact immédiat du blackout, il faut suivre ceux qui ont été les premiers à ressentir la secousse. Dans les ruelles proches de l'université de Dar es Salaam, les étudiants ont vu leurs écrans gelés avant même de comprendre que la panne n'était pas locale. Ce sont eux qui, par réflexe, ont commencé à se regrouper, partageant les informations fragmentaires encore accessibles hors ligne. Leur rôle n'était pas planifié, mais leur réaction instinctive a servi de boussole à toute une jeunesse prise de court. Les conducteurs de taxi ont été les seconds à détecter la fracture. Habitués à recevoir leurs courses via des applications, ils ont vu leur activité s'écrouler en quelques minutes. Pourtant, ce manque soudain de travail ne les a pas réduits au silence. Beaucoup ont utilisé leur trajet à vide pour relayer des bribes de nouvelles, devenant des messagers improvisés dans une ville où les réseaux venaient de s'effacer. Un microcase l'illustre parfaitement.
Près du marché de Kariakou, un marchand de fruits a passé la nuit à recopier sur papier les phrases qu'il avait vues défiler avant l'extinction. Le lendemain, il les distribuait à voix basse à ses clients, convaincu que la parole devait continuer même sans connexion. Cette initiative minuscule, presque invisible, témoigne d'un phénomène profond. Le pays découvrait qu'il savait encore communiquer sans appareil, que la transmission humaine demeurait un recours essentiel. Ce qui semblait d'abord être une panne technique devenait ainsi une expérience collective. Les gestes simples, un mot chuchoté, une feuille glissée sous un sac, un message répété sur 3 rues, dessinaient une résistance qui n'avait besoin ni d'organisation ni d'outils sophistiqués. Un pays apprenait à contourner le silence. Avant la coupure, Dar es Salaam vivait une nuit presque ordinaire. Après 7 minutes de silence numérique, plus rien n'était ordinaire. Cette bascule simple, presque géométrique, décrit mieux que tout discours l'onde de choc qui a traversé la Tanzanie et qui, vu depuis Ouagadougou, a immédiatement attiré l'attention d'Ibrahim Traoré. Kish-Hwat. L'instant où tout s'ouvre. Le déclenchement a été si rapide que la plupart des habitants n'ont même pas eu le temps de s'interroger. Une notification figée ici, une vidéo qui cesse de charger là, puis un vide absolu. Dans les quartiers périphériques, les premiers murmures battaient parler d'une panne d'électricité, mais les lumières y restaient allumées. Dans les centres urbains, les cafés à moitié pleins ont vu les conversations changer de texture, moins de bavardage, plus de silence lourd. Ce qui s'est activé, ce n'est pas seulement un blackout technique, c'est une suspension collective de la respiration. En quelques minutes, la rumeur a pris l'allure d'une certitude. Internet était mort, et chacun cherchait un repère pour comprendre ce qui venait de se produire. Le sommet de la séquence a éclaté dans les rues proches de Morogoro Road. Là, la jeunesse s'est alignée comme poussée par un réflexe commun. Pas de slogan préparé, pas de leader visible. Des téléphones levés mais inertes, brandis comme des torches éteintes. La symbolique était irrésistible. Si l'écran ne parle plus, alors la rue parlera. Dans les heures suivantes, un flux humain s'est déployé. Des étudiants quittant les campus, des vendeurs ambulants répétant les phrases de la veille, des chauffeurs de bus soufflant les bribes d'informations qu'ils avaient entendues. Une ville entière entrait en mouvement, non pas pour renverser un pouvoir, mais pour empêcher que sa voix soit effacée. C'est à ce moment exactement qu'Ibrahim Traoré, selon plusieurs témoignages internes au Burkina Faso, aurait demandé une synthèse immédiate. Il voulait savoir si la coupure ait été accidentelle, stratégique ou symptomatique d'un glissement plus large sur le continent. À ses yeux, chaque blackout raconte autant sur un pays que sur ses structures invisibles. Duchen, l'onde qui continue de vibrer. Le lendemain, le calme apparent a tenté de masquer la nervosité qui gagnait les institutions. Les ministères ont reçu des rapports été contradictoires. Les médias d'État ont improvisé des récits et dissonants. Les investisseurs, eux, ont observé la chute du marché avec une inquiétude qui dépassait la simple volatilité économique. Dans les quartiers populaires, cependant, la ligne de fracture se voyait autrement. Une société découvrait qu'elle savait encore résister sans câble ni antenne. Les étudiants criaient des réseaux maillés à la main. Les commerçants imprimaient des tracts clandestins glissés à l'aube sous les portes. Les chauffeurs devenaient des relais d'information mouvants, mobiles, presque souterrains. Cette dynamique a prolongé le choc initial bien au-delà des 7 minutes de panne. Elle l'a transformé en question politique. Non pas une question d'opposition ou de régime, mais une question intime. Que vaut un pays s'il peut être réduit au silence par un bouton que personne ne voit? Et dans cette fissure, toute l'Afrique a reconnu un avertissement. La ligne de base était claire, un trafic national stable oscillant autour de son niveau habituel, puis une chute instantanée de 90% en 7 minutes. Un delta trop net pour être confondu avec un incident spontané. Ce premier chiffre ne décrit pas seulement une panne, il démontre une action coordonnée qui a affecté simultanément chaque fournisseur, des opérateurs mobiles aux serveurs universitaires.
L'explication tient en une phrase. Une baisse uniforme, identique d'un réseau à l'autre, ne peut survenir que si le point de contrôle est centralisé ou déclenché depuis une autorité capable d'imposer un silence sur tous les canaux. Le deuxième chiffre majeur émerge 4 heures plus tard. 1800 connexions VPN activées depuis des adresses tanzaniennes malgré l'extinction. Ce nombre brut, pourtant simple, raconte un mécanisme de résistance instinctive. Chaque connexion représente une tentative individuelle de contourner la coupure. Mais l'ensemble, lui, révèle une réaction collective sans coordination formelle. En d'autres termes, la coupure n'a pas seulement créé du vide, elle a stimulé une réponse citoyenne immédiate, un système de contournement parallèle qui s'est mis en place naturellement. Le VPN, souvent utilisé comme outil technique, est devenu ici un baromètre du refus de disparaître. Le troisième chiffre concerne la sphère financière. Dans les 3 jours suivant la panne, la bourse de Dar es Salaam a perdu 12% de sa valeur. Cette variation, encore une fois brute, mesure moins l'instabilité interne qu'une perte de confiance externe. Les investisseurs réagissent rarement aux rumeurs, mais presque toujours aux ruptures abruptes dans la continuité de l'information. Une baisse de cette ampleur signifie que le silence imposé a été interprété comme une menace structurelle, non comme une simple anomalie. Le delta financier devient ainsi un miroir du delta numérique. Ce qui s'effondre dans les réseaux finit par s'effondrer dans les indices. Ces 3 données, mises bout à bout, composent un récit que les discours officiels n'ont pas su contenir. Le pouvoir a tenté d'habiller la coupure en incident technique, mais aucune narration ne peut effacer la précision des courbes. Une panne naturelle ne suit pas une synchronisation parfaite. Une population résignée ne déclenche pas des milliers de VPN. Un marché confiant ne perd pas plus d'1/10 de sa valeur en quelques jours pour une coupure prétendument bénigne. Les données, ici, jouent le rôle d'arbitre. Elles décrivent une Tanzanie où la stabilité affichée se heurte à une vulnérabilité profonde. La dépendance à des infrastructures contrôlables de l'extérieur ou activables en interne sans contre-pouvoir transparent. Ce qui rend l'analyse encore plus significative, c'est la cohérence entre ces chiffres et les gestes observés sur le terrain. Les étudiants construisant des réseaux maillés à la main, les chauffeurs relayant l'information de rue en rue, les commerçants distribuant des messages imprimés à la hâte. La donnée quantitative et la donnée humaine ne se contredisent pas, elles se complètent. La première montre la rupture, la seconde montre ce qui survit à la rupture. Ainsi, la coupure n'était plus un événement ponctuel. Elle devient une mesure, presque une unité de calcul, celle qui détermine ce qu'un pays peut perdre en quelques minutes et ce qu'une population peut reconstruire sans attendre le retour du signal. 2 récits se sont affrontés dès les premières heures qui ont suivi le blackout de Dar es Salaam. Le premier, porté par le pouvoir, présente la coupure comme une mesure nécessaire, un acte de prévention contre une menace extérieure. Selon cette thèse, la Tanzanie aurait fait face à une tentative d'ingérence numérique, à une possible attaque cybernétique, ou du moins à un risque suffisamment grave pour justifier une extinction momentanée du réseau. La logique est simple, protéger la nation en neutralisant le canal le plus vulnérable, l'espace numérique, même si cela implique un silence temporaire. Dans cette perspective, le calme imposé devient un acte patriotique, une défense préventive destinée à éviter un chaos largement amplifié par les réseaux sociaux. Le second récit, celui du terrain, s'appuie sur une chronologie que personne n'a réussi à effacer. Pour les jeunes, les journalistes et les chauffeurs qui ont vécu la coupure en direct, l'ordre des événements renverse complètement la version officielle. Ce n'est pas la crise qui a entraîné la coupure, mais la coupure qui a précédé et déclenché la crise. Les vidéos diffusées avant l'extinction montrent des tensions déjà visibles, mais aucune attaque numérique avérée. Surtout, c'est après la coupure que les arrestations arbitraires, les campus encerclés et les médias bâillonnés se sont multipliés. Ce décalage rend la version défensive du gouvernement difficile à concilier avec les faits observés. Face à ces 2 positions, la réponse la plus cohérente se trouve dans les données brutes déjà établies, une chute synchronisée de 90% du trafic, identique sur tous les réseaux, l'apparition de plus de 1800 connexions VPN en quelques heures
et une baisse de 12% de la bourse dans les 3 jours. Aucun de ces éléments n'indique une attaque étrangère, mais tous pointent vers une action interne, centralisée, orchestrée. L'enchaînement réel, coupure, confusion, répression, s'accorde davantage avec le récit du terrain qu'avec la version sécuritaire du pouvoir. Ainsi, le Stillman du gouvernement expose une rationalité compréhensible, mais la résistance silencieuse des données raconte une histoire moins abstraite, celle d'un peuple privé de voix avant d'être protégé. Le silence brûle encore. Cette phrase, murmurée d'abord par un journaliste avant de disparaître des radars, est devenue la clé de voûte du basculement narratif. Elle a circulé hors ligne, de taxi en taxi, d'étudiant en étudiant, comme si chaque reprise réchauffait une conscience que le blackout avait tenté de geler. Au même moment, Ibrahim Traoré observait depuis Ouagadougou une scène familière. Un peuple qui, privé d'outils numériques, réapprend spontanément à parler sans intermédiaire. Le changement de perspective est survenu lorsque les gestes minuscules commençaient à s'additionner. Un graffiti nocturne, une clé USB partagée, un message recopié sur un papier froissé. Aucun de ces actes n'avait la force d'une mobilisation classique, mais ensemble, ils composaient une cartographie souterraine de résistance, une ville qui choisissait de rester audible malgré l'effacement. Cela a modifié l'équation pour le pouvoir. La coupure n'était plus seulement un outil de contrôle, elle révélait une population capable d'inventer sa propre infrastructure relationnelle. À mesure que ces signaux se répandaient, les ministères eux-mêmes perdaient la maîtrise du récit. Une génération née avec Internet découvrait qu'elle n'avait pas besoin de réseau pour continuer à exister. Les répercussions du blackout ont dépassé la Tanzanie bien plus vite que prévu. Elles se sont propagées dans 4 sphères distinctes, chacune révélant une tension propre au continent. Ibrahim Traoré, suivant l'évolution depuis Ouagadougou, voyait dans ces ondes successives un tableau précis de ce que signifie perdre la voix à l'ère numérique. Les États voisins, Kenya, Ouganda, Rwanda, ont immédiatement lancé des audits internes, conscients que 60% de leurs infrastructures s'opposaient sur les mêmes fournisseurs que la Tanzanie. Ce chiffre, partagé discrètement entre ministères, a eu l'effet d'un avertissement continental. Ce qui est arrivé à Dar es Salaam peut se reproduire ailleurs sans préavis. Plusieurs capitales ont alors réévalué leurs accords technologiques, notamment sur la gestion des câbles sous-marins et l'hébergement des données. Le blackout a transformé la notion de souveraineté numérique de concept abstrait en urgence stratégique. Là où l'on parlait auparavant d'amélioration réseau, on parle désormais de survie institutionnelle. Pour la présidente Samia Hassan, la crise s'est transformée en pivot politique. En quelques jours, elle a perdu le contrôle du récit national. Les conférences de presse étaient interrompues, les journalistes interpellés, les campus encerclés. L'image d'un pouvoir stable s'est fissurée, remplacée par une impression d'improvisation et de panique. Ce basculement a été observé avec une attention particulière par Ibrahim Traoré, qui notait combien un silence imposé peut fragiliser un gouvernement pourtant convaincu de sa solidité. La leçon était claire. On peut contrôler l'information, mais pas la perception de ceux qui la subissent. Et lorsqu'un régime tente de rétablir la narration avant de rétablir la vérité, il laisse un vide que la société remplit elle-même. Pour les citoyens, le blackout a agi comme un miroir brutal. Les chauffeurs se sont transformés en messagers, les étudiants en relais clandestins, les commerçants en imprimeurs de fortune. Ce tissu humain, habituellement fragmenté, s'est mis à fonctionner comme un réseau organique capable de contourner les coupures. Les initiatives se sont multipliées, graffitis qui disparaissent à l'aube, clés USB qui circulent comme autrefois les tracts, mots codés dans des chansons d'amour. C'est là que la fracture s'est révélée. La jeunesse n'acceptait plus que la stabilité serve d'excuse au silence. La dignité, mot répété dans les conversations chuchotées, devenait un étendard. Le Sahel et l'Afrique de l'Est ont réagi comme si un fil invisible reliait les sociétés. À Nairobi, des avocats ont publié une pétition inspirée par les événements tanzaniens. À Lusaka, des graffitis proclamaient « La vérité ne se débranche pas ». À Ouagadougou, des étudiants citaient Naïcha dans leurs cours.
Ce maillage spontané, transcontinental, a révélé quelque chose de neuf, une conscience africaine qui ne se laisse plus dicter son silence. La circulation des idées ne dépendait plus du réseau, mais de la mémoire collective. Ainsi, la panne n'a pas seulement produit un choc, elle a déclenché une reconfiguration du pouvoir, des perceptions et des solidarités dont Ibrahim Traoré fut l'un des premiers à saisir la portée. Trois trajectoires se dessinent pour la Tanzanie à partir du blackout, chacune façonnée par la mémoire récente, le contrôle politique et la capacité du pays à entendre ce que la société a révélé malgré le silence forcé. Dans cette projection, le gouvernement parvient à stabiliser la situation sans rompre totalement avec ses réflexes initiaux. Internet est rétabli partiellement, les médias reviennent mais sous surveillance et les campus rouvrent avec une présence militaire visible. Ce compromis fragile rétablit une forme d'ordre, mais pas la confiance. Le pays redevient fréquentable aux yeux des investisseurs, mais reste traversé par une fatigue politique larvée. Le risque structurel demeure. Un système qui tolère la parole mais ne l'encourage pas reste vulnérable à chaque tension. Sous la pression régionale, l'écho du mouvement UAZ et la conscience accrue d'une population qui refuse l'effacement, une trajectoire plus constructive prend forme. De nouvelles garanties de transparence sont introduites, les télécoms sont audités et les universités retrouvent un rôle critique dans l'espace public. Les médias gagnent une marge d'action plus large, encore imparfaite mais réelle. Ce chemin permet au pays d'avancer vers une souveraineté numérique plus solide. La dignité évoquée dans les rues devient un cadre, pas seulement un slogan. Dans cette hypothèse, le pouvoir choisit la crispation. Censure renforcée, arrestation prolongée, exil forcé. L'économie décline, la confiance s'évapore, les alliances internationales se fragilisent. Mais loin d'éteindre la résistance, ce durcissement risque d'alimenter encore la mémoire de la coupure, car chaque silence imposé nourrit la conscience de la parole perdue. C'est un chemin où l'État contrôle davantage, mais comprend de moins en moins ce qu'il contrôle. Une recommandation mentale pour lire l'avenir. La clé pour comprendre ces trois trajectoires n'est pas de deviner laquelle se réalisera, mais de garder un cadre de réflexion simple. Si une décision renforce la voix du peuple, elle stabilise le pays. Si elle renforce seulement le contrôle du pouvoir, elle reporte la crise sans la résoudre. C'est une grille de lecture qui vaut pour la Tanzanie comme pour toute nation confrontée à la fragilité de son récit. Le blackout tanzanien n'a pas touché que la Tanzanie. Il a touché chacun de ceux qui, quelque part en Afrique ou ailleurs, vit connecté à un réseau qu'il croit solide. Pour beaucoup de lecteurs, l'événement agit comme un révélateur personnel. Il montre à quel point notre voix publique dépend d'un fil invisible dont nous ne contrôlons ni la solidité ni les règles. Pour ceux qui travaillent dans les médias, cette crise rappelle la fragilité de l'information lorsqu'elle repose sur des plateformes extérieures. Le silence imposé n'a pas seulement interrompu la diffusion des nouvelles, il a suspendu le rôle de témoin. Une suggestion simple émerge: diversifier les modes de transmission, maintenir des espaces de communication hors ligne et conserver les réflexes de vérification même lorsque les canaux officiels se figent. Pour ceux qui évoluent dans le monde économique, le blackout illustre une réalité souvent sous-estimée. La confiance vaut autant que la stabilité. Une économie peut absorber une fluctuation, mais rarement un vide d'information. La leçon est claire: renforcer les plans de continuité, documenter les dépendances numériques et considérer la transparence comme un atout stratégique plutôt qu'une vulnérabilité. Pour les citoyens connectés, l'épisode tanzanien met en lumière la valeur de la parole partagée. Les gestes simples, un message transmis, une clé USB si nécessaire, une conversation qui persiste, montrent que la résilience commence dans l'initiative individuelle. La suggestion centrale tient en une phrase: ne jamais confondre la connexion avec la conscience. La seconde peut survivre à l'absence de la première. Ainsi, chacun, selon sa position, peut trouver dans le blackout non pas une histoire lointaine, mais un miroir personnel. Ce qui s'est joué en Tanzanie interroge la capacité de chaque société à préserver sa voix lorsque le signal vacille. Construire une sortie durable après le blackout exige plus qu'un retour technique à la normale. Il faut une trajectoire lisible, partagée et mesurable. Ibrahim Traoré
observant la situation depuis Ouagadougou, rappelait que la souveraineté ne se décrète pas, elle se structure. La Tanzanie, comme ses voisins, peut s'appuyer sur plusieurs étapes concrètes pour transformer la crise en levier, développer ou rapatrier l'hébergement des données, renforcer les capacités locales de gestion du réseau et exiger une transparence minimale sur les causes de chaque panne. Le progrès se mesure en audits publiés régulièrement, montrant la part de données hébergées sur le continent. Introduire l'éducation civique numérique dès l'école, reconnaître une manipulation, vérifier une source, distinguer incident technique et stratégie politique. L'indicateur principal, la présence de modules officiels et leur mise en œuvre dans les classes. Un pacte continental de non-coupure inspiré de la logique de traité, pour éviter qu'un État n'isole sa population sans justification transparente. Le résultat attendu, un engagement formel, signé et consultable publiquement. Les ingénieurs, artistes, blogueurs, enseignants peuvent en devenir une ligne de front pour la parole libre. La progression se mesure par les projets communautaires, réseaux maillés. Atelier numérique, espace de vérification collective. Au cœur de cette feuille de route, une idée demeure. La technologie peut vaciller, mais la conscience doit rester debout. Dans les rues de Dar es Salaam, les gestes minuscules observés au début, le papier griffonné près de Kariakou, les messages répétés à voix basse, les mots portés de main en main, reviennent ici comme un motif persistant. Ce fil discret relie le premier sursaut du blackout à ce qui subsiste longtemps après le retour du signal. Ibrahim Traoré, qui avait suivi ces signes depuis Ouagadougou, voyait dans ces actions modestes l'expression d'une intelligence collective que ni les coupures ni les discours officiels ne peuvent étouffer. Aïcha, sans jamais l'avoir voulu, est devenue l'ombre tutélaire d'une génération que la panne a révélée à elle-même. Son selfie, figé juste avant l'extinction, continue de circuler comme un rappel. La parole humaine peut survivre à l'absence de réseau. Tout ce qui s'est transmis hors ligne, chuchotements, poèmes, graffitis, copies manuscrites, a tracé un chemin que la technologie n'a pas su contrôler. C'est là que le récit trouve sa cohérence. La voix ne disparaît pas lorsqu'on coupe l'émetteur, elle se déplace. La dignité circule même dans le noir. À travers le blackout tanzanien, ce n'est pas seulement une capitale qui s'est tue quelques minutes, mais tout un continent qui a entrevu sa propre vulnérabilité et sa propre force. Les écrans figés, les notifications suspendues, les voix coupées ont rappelé que la liberté n'est pas un décor numérique, mais une respiration collective que l'on remarque surtout lorsqu'elle manque. Chaque lecteur, où qu'il vive, porte désormais une part de cette histoire, car elle parle de ce qu'il reste à une société quand les réseaux se taisent et que seules demeurent les consciences éveillées. La question n'est plus de savoir si une panne peut se reproduire, mais comment chacun réagira lorsque le silence tentera de s'imposer. Continuerons-nous à parler, à vérifier, à transmettre, même sans signal, ou accepterons-nous qu'un écran noir décide de la place de notre voix dans le monde? En définitive, c'est à vous que revient la décision. Que ferez-vous si votre écran devient noir demain?